L'invité de ce jeudi chez Agora et ici Télévision est Madame Intisar Adia, qui nous parle du Maroc, de la ville d'Oujda, médecin, néphrologue et auteur marocain d'expression française. Elle est actuellement professeure de l'enseignement supérieur en médecine de la faculté de médecine université Mohamed Ier et figure associative très impliquée dans la promotion de la greffe d'organes et le soutien aux insuffisances rénaux au Maroc. Sur le plan littéraire, ses premiers ouvrages littéraires étaient publiés en anglais par Cambridge University, presse entre 1999 et 2005, alors que son premier roman intitulé « Si Dieu nous prête vie » est paru en 2016 aux éditions Saint-Honoré en France et coédité à Casablanca par Orient Éditions. Son second ouvrage, Au fil des songes, publié chez Saint-Honoré, édition 2017, coédité par Orient, est un recueil de poèmes d'interrogation existentielle sur la question de la vie, la justice, du droit à l'indifférence. Du droit à la différence, pardon. Il a été primé en 2019 en recevant le prix spécial francophonie à l'issue d'un concours littéraire français. Son roman L'Inconnu, publié chez Saint-Honoré, édition 2019 et Orient, parle aussi de la condition féminine au Maroc, l'héritage et bien d'autres thématiques. Un roman traduit vers l'arabe en 2020. Son tout dernier roman s'intitule Trahison pieuse, publié chez Libri Nova et coédité chez les éditions Orient, encore une fois, en 2021, a connu également un remarquable succès. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Agora. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous, Dr Intisar. Merci je suis ravie de participer à cette émission littéraire de renom, Agora Arts et Lettres. Alors voilà, je suis ravie de cette invitation. C'est toujours un plaisir de recevoir, voyez-vous, un médecin et une auteure ou autrice. Quelle magnifique fusion justement entre les sciences et les lettres, et entre l'écriture justement et tout ce qui est recherche scientifique. C'est rare, mais ça fait plaisir, c'est un honneur. Mais d'abord, il y a eu une rencontre avec les mots, vous comme scientifique, Intisar Adia. Parlez-nous de cette première rencontre. Est-ce que c'était pendant votre formation, on va dire, scientifique, ou bien vous avez commencé jeune à écrire, on va dire? Alors, il faut dire que ma rencontre avec les mots a été assez tôt, très tôt même dans ma vie, même à l'enfance. Il faut dire que j'ai eu la chance de grandir entourée de livres. Je viens d'une famille où j'ai eu la chance inouïe d'avoir des parents très instruits, très cultivés, qui m'ont introduit à la lecture très tôt. Alors, à partir de là, bien entendu, j'ai lu beaucoup de livres, des livres qui m'ont marqué. J'ai fait la rencontre d'écrivains avec des textes extraordinaires qui m'ont beaucoup marqué. Et à partir de la lecture, bien entendu, je suis arrivée à l'écriture. C'est un cheminement qui est tout à fait logique et normal. Et pour vous dire, il y a des passages que j'ai lus, que j'ai relus avec passion dans mon adolescence notamment, et que j'ai qui m'ont beaucoup marqué, beaucoup touché, ému, pour n'en citer que quelques-uns, comme ça brièvement, parmi les plus marquants, je dirais, il y a Toni Morrison et dans son livre The Bluest Eye, L'œil le plus bleu, celui-là, Beloved, etc. C'est cette figure de proue de la littérature afro-américaine m'a beaucoup marquée. Il y a bien entendu le grand auteur marocain Moubarak Rabia dans son livre Je pense qu'il a, si on veut le traduire en français, Les Braves gens, je ne sais pas si cette traduction existe déjà, qui m'a beaucoup marqué. Il faut dire que je l'ai découvert à l'enfance. Et d'ailleurs, l'incipit, je le garde en mémoire jusqu'à aujourd'hui, 30 ans plus tard. Après, il y en a eu d'autres, Stefan Zweig, Alan Paton, Dostoïevski et d'autres. Et c'est ainsi, ça a été ma fabuleuse rencontre avec les mots qui m'a par la suite entraîné vers la magie de l'écriture. Vers la magie de l'écriture. Et quand on lit beaucoup, on ne peut s'empêcher d'aller vers l'écriture un peu plus tard, justement. Mais il semble que vous avez commencé par la poésie. On va prendre quelques minutes, justement, pour parler de vos premiers livres, en commençant, bien entendu, par Au fil des songes. Au fil des songes, en 2017, un voyage poétique
une méditation philosophique sur les grandes questions existentielles de la vie. J'aimerais connaître votre point de vue sur la poésie, à quel point elle peut se constituer comme une passerelle justement entre les êtres humains de ce monde. Alors, Au fil des songes, en fait, n'était pas mon premier livre, mon premier roman proprement dit, et c'est Si Dieu nous prête vie, il est paru en 2016. Mhm. Mais là, pour revenir à la poésie, bah, vous dites une passerelle. Moi, je pense que la poésie est une passerelle non seulement entre les êtres humains, mais à la fois entre les êtres humains et le monde. Et lorsque je dis le monde, c'est au sens large, c'est-à-dire à la fois le monde intérieur, celui des émotions, des passions, de l'imaginaire, et également le monde extérieur, c'est-à-dire la nature, la société, l'univers, etc. Vous savez que la poésie est une passerelle du fait que c'est une forme d'expression littéraire qui est assez particulière. Elle est faite en musicalité, en sonorité, elle a ces dimensions esthétiques et dans le même temps, elle remplit plusieurs rôles. Elle va raconter la souffrance, célébrer la joie. Il y a également des formes de poésie engagée, des poésies par exemple à travers lesquelles le poète peut se condamner, peut s'indigner face à des injustices de tous bords. Donc c'est un outil qui est très intéressant pour le poète, pour faire passer ses messages et les véhiculer. Et au-delà du jeu des rimes, bien entendu, ça permet de créer ces passerelles en insufflant, par exemple, et en suscitant l'espoir. Vous savez, la poésie permet de sublimer le réel, permet de se dédouaner, de s'affranchir des vicissitudes de la vie, de la complexité, de la dureté du quotidien. Et ça console, ça crée du lien entre les humains par son pouvoir d'empathie. Ça permet de nourrir le rêve par le pouvoir de l'imaginaire. Donc tout cela contribue à créer ces passerelles entre les humains et le monde. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les Grecs la considéraient comme le premier art. Donc voilà. Oui. Et les critiques, vous savez très bien, aussi bien que moi, que les critiques littéraires considèrent la poésie comme une musique de la nature, un cri de la vie, qui remplit plusieurs rôles. Oui, C'est déjà ça. c'est spontané, inné, elle a un rôle dans notre vie, la poésie. Là, on va le dire, on va le dire comme ça clairement. On va faire une pause et on revient dans les prochaines minutes. Intisar Adia, c'est notre invité de ce jeudi chez Agora. Restez avec nous. On est avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision. Intisar Adia, une invitée, une auteure et un médecin. C'est pas pour rien qu'on reçoit cette fois un médecin qui écrit. Hein. C'est vraiment beau. J'adore, moi, les fusions entre les arts et les lettres. Intisar Adia, qui nous parle du Maroc. On va enchaîner avec vous, Madame Intisar. Si Dieu nous prête vie, un roman qui met la lumière sur le vécu empreint d'amour, d'espoir d'un groupe d'individus partageant la même séance de dialyse. Bon là, j'ai comme l'impression qu'on est à la fois dans le fictif et le réel, mais ça se peut que ça soit de la réalité hein, que vous transmettez directement. Mais comment est-ce que vous parvenez à créer cet équilibre entre la réalité et ce qui est fictionnel ou c'est fictif? C'est vrai que là, la question se pose au vu de mon métier, comme vous l'avez dit. C'est vrai que les faits de ce roman, aussi fictifs soient-ils, et j'insiste qu'ils sont fictifs, mais ils sont tellement proches de la réalité. D'ailleurs, beaucoup de gens m'ont posé la question, ils me disent, est-ce que vous avez décrit vos patients? Est-ce que vous racontez les séances de dialyse et la vie de vos patients? Eh bien, pas du tout, pas du tout. Là, c'est bien entendu le fait que je sois médecin y est pour beaucoup, dans la manière dont j'ai construit ces personnages qui sont chaque personnage, c'est à la fois plusieurs types de patients que j'ai croisés dans l'exercice de mon métier, et puis également dans la manière dont j'ai abordé cette thématique. Parce qu'il faut dire que Si Dieu nous prête vie, c'est un plaidoyer subtil, en fait, pour la Oui, promotion du don d'organes. Et il est fait d'une manière très subtile, voilà. C'est-à-dire que je m'intéresse aux patients, non pas en tant que malade, mais en tant qu'humain. C'est-à-dire à côté de la maladie, je ne m'intéresse pas au pathos, je ne raconte pas, ce n'est pas un livre académique, scientifique, médical. C'est en fait, je raconte ces personnes qui ont des rêves, qui se projettent dans l'avenir, si jamais ils ont cette chance inouïe d'être un jour greffés, et si oui, Dieu leur prête vie pour pouvoir exactement. mourir correctement. Donc voilà. Et d'où le titre, Si Dieu nous prête vie, vous le projetez si bien. On va passer à L'Inconnu, paru en 2019 chez les éditions Orion.
Mais là, vous parlez de Leïla, sa vie a basculé là, lorsqu'elle a perdu son mari, mais vous interpellez l'histoire d'une femme marocaine. Mais là, quelques thématiques comme la kafala, hein, n'est-ce pas, cette procédure d'adoption qui prend en charge un enfant lorsqu'il perd ses parents. J'aimerais savoir comment est-ce que vous entrevoyez, avec l'écriture de ce livre, comment est-ce que vous entrevoyez la situation des femmes au Maroc, les femmes marocaines, après toutes les réformes faites par le roi, etc. Excellente question, excellente question. C'est vrai que moi, je suis très sensible à la condition féminine et qu'actuellement au Maroc, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de changements, il y a beaucoup d'acquis, beaucoup d'évolutions, beaucoup de choses. Il faut dire que ces 20 dernières années ont été assez chargées en nouveautés, on va dire. C'est avec le fameux code de la famille, la Moudawana, qui a été mis en application à partir du début des années 2000, avec pour but de consacrer l'égalité homme-femme et bien entendu d'améliorer les droits des femmes, notamment au sein de la cellule familiale. Ceci dit, maintenant, moi, dans ma réponse, je vous dirai un peu à la fois ma lecture des choses en tant que citoyenne marocaine et autrice, et bien entendu les données, les faits et de l'actualité, bien entendu, nationale que je suis. Alors, actuellement, les experts qui suivent la question, qui suivent le développement de ce code de famille, ont décelé, bien entendu, un certain nombre de dysfonctionnements, voire des résistances, ce qu'ils disent, ces résistances sont essentiellement culturelles quant à sa mise en application au sein de la société. Et là, ça reste quelque chose d'assez compréhensible, à l'instar de ce qui se passe un peu partout dans le monde. Parce que lorsqu'on touche à la sphère de l'intime, lorsqu'on touche, par exemple, à la famille, au corps, à la procréation, à la femme, au couple, partout dans le monde, ça suscite des discussions, des débats, etc., qui peuvent être houleux dans certaines régions du monde et en fonction du thème abordé. Donc là, au Maroc, c'est un peu particulier parce que nous avons nos particularités qui nous sont propres. D'une part, nous sommes un pays qui est ancré dans la tradition, qui a une histoire qui est riche, qui est dense et ouvert sur la modernité avec des référentiels qui sont bien entendu connus. Donc nous aspirons à la modernité et cette modernité ne peut se faire bien entendu que si tous les citoyens, hommes ou femmes, ont accès bien entendu aux mêmes chances de manière égale, équitable, etc. et vivre en dignité. Et dans le même sens, je dirais, c'est que actuellement, suite à ces résistances décelées, il y a actuellement une réforme de ce code de la famille qui est en cours. Et ça anime, bien entendu, et ça a animé lors des dernières semaines et des derniers mois, un certain nombre de débats au sein des institutions étatiques, impliquant également différents acteurs de la société civile. C'est vrai que les acquis sont là, mais il reste des insuffisances. Les acquis, moi je dirais, il y a de plus en plus de filles au niveau des universités, dans les postes de responsabilité, etc. Prenez l'exemple de la faculté de médecine où j'officie en tant que professeur. On a plus de 60% des étudiants qui sont des femmes et très brillantes. Mais il faut dire que l'éducation des filles au Maroc reste, on va dire, en deçà des objectifs qui sont souhaités. Il y a beaucoup d'efforts qui sont en ce sens. Il y a différents éléments sur lesquels il y a des actions qui sont entreprises. Mais je suis optimiste par rapport à ce qui se passe. Et je pense qu'il y a beaucoup d'efforts et l'effort finit toujours par payer. Voici mon sentiment par rapport à ce qui se passe autour de nous. Après l'effort et la persévérance, tout à fait. Bon, on va aboutir maintenant à Trahison pieuse, paru en 2021. Alors là, c'est tout un autre débat, un autre titre. Le décès d'un homme irréprochable à tout point de vue fait basculer la vie paisible d'une famille de notables avec un opportuniste, un imposteur qui va se planter, qui va donc semer la zizanie, on va le dire comme ça, auprès de nombreuses femmes. D'abord, j'ai bien aimé le titre, Trahison pieuse. Il y a comme un oxymore interpellant. Comment est-ce que vous explicitez ce titre et qu'est-ce qui vous rapproche justement de certains personnages tels que Latifa ? Alors, le titre, il est dérangeant, Trahison pieuse. C'est vrai que j'ai insisté pour le composer en sorte d'oxymore, c'est pour interpeller. Parce que moi, ce qui m'intéresse dans le titre et dans l'ouvrage, c'est pas le thème de la trahison, c'est pas ce que je traite au fond. Ce que je traite, c'est la complexité de la psychologie humaine. C'est-à-dire que, attention, l'humain est complexe, à l'image de la vie.
Voilà. Et qu'est-ce que l'exemplarité au fond? La manière dont nous percevons nous-mêmes et nous percevons les autres, elle est assez, ça varie d'un individu à l'autre. Voilà, il y a différents codes sociaux, il y a différentes références culturelles qui nous permettent de percevoir un petit peu Exactement. Sans vous couper la parole, on va juste aller à la pause et on va revenir. On vous revient, on va vous relancer sur ce sujet. Restez avec nous, mesdames et messieurs. De retour avec vous, mesdames et messieurs, pour continuer la discussion avec mon invité de ce jeudi, Intisar Hadia, médecin et autrice. Bon, enfin, quand vous voulez, là, marocain d'expression française. Passionnante discussion. Je vais vous inviter à aller jusqu'au bout de votre pensée. Parce que vous parliez justement des personnages qui vous rapprochent, ce qui vous rapproche ces personnages tels que Latifa. Je vous en prie, madame. Alors, ce qui me rapproche des personnages, moi je dirais surtout que dans tout personnage, il y a toujours une partie, il y a une part de l'auteur. On écrit à partir de nos sensibilités, à partir de nos convictions, à partir de nos expériences. Maintenant, la manière dont j'ai construit mes personnages, qui sont composites pour la plupart, c'est basé sur l'observation et sur la documentation. J'observe autour de moi, je lis, j'écoute, hein, et je me documente pour construire ce type de personnage qui semble tellement réel et qui permet bien entendu de produire des effets d'émotion chez le lecteur et lui permet même de s'identifier. Et ça, c'est le propre du réalisme auquel appartiennent mes livres. C'est la catégorie ou le courant littéraire auquel appartiennent les romans sociaux que j'écris. Et d'ailleurs, l'une des figures de proue de ce type de ce courant littéraire, qui est Flaubert, insiste sur ça, insiste sur le fait que les personnages sont souvent composites dans ce type de courant, et puis que c'est l'une des méthodes d'écriture qui est la plus scientifique, on va dire, parce qu'elle est à la fois, la méthodologie d'écriture se base sur l'observation objective, réaliste et méthodique. Donc voilà, et d'ailleurs, à titre anecdotique, j'ai appris il y a quelques temps que ce grand auteur a lui-même évolué dans le milieu médical du fait du métier de son père, qui était un grand médecin à Rouen, et qu'il a appris voilà, cette façon de travailler à partir de l'observation méthodique, à partir de ce milieu dans lequel il a baigné. Donc voilà. Parfait. Bon, il y a des personnages qui sont fascinants. On sent leur résilience. Hafsa, Nora, Ito, et puis d'autres. J'ai comme l'impression que vous mettez un kaléidoscope sur la société marocaine. Vous l'auscultez là, avec votre sens de médecin, de docteur. Là. La société marocaine et ses contradictions, justement. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une touche féministe et vous tenez à avoir cette touche féministe dans vos écrits? Alors, non, pas du tout, pas du tout. Moi, je ne pense pas que mes écrits s'intègrent dans une sorte de militantisme féministe ou autre. Au contraire, je raconte, je raconte des faits, je pousse à la réflexion de manière sereine et je ne donne même pas, je ne suis même pas dans la... Voilà, je n'impose pas mes opinions au lecteur, je lui laisse la liberté d'en tirer ce que bon lui semble. D'ailleurs, mais c'est vrai que je travaille sur les personnages féminins, j'ai fait ce choix il y a quelques années. J'ai fait le choix de faire de la femme marocaine le personnage principal de mes livres. Donc parce que très souvent, les femmes en général, elles sont reléguées à des rôles de personnages secondaires. Et la femme marocaine, lorsqu'on voit, elle n'a pas vraiment une position assez importante dans les ouvrages, dans certains ouvrages plus ou moins. Et donc, moi, j'ai décidé de le faire comme ça. C'est une sorte d'hommage à ces femmes-là. Je pense que c'est une femme qui est forte, qui est déterminée, courageuse, et qui a énormément d'exemples. D'ailleurs, dans mes romans, à chaque fois, dans chaque milieu social, je sors une figure féminine qui est forte, qui est haute en couleur et qui transmet des messages et qui dérange des fois et pousse dans le même temps à réfléchir et à faire avancer un certain nombre de causes. Et je pense que ces femmes marocaines méritent parce qu'elles ont cette capacité de traverser l'adversité, la tête haute, et ça c'est quelque chose. Tout à fait, sans réforme, exactement, et sont très résilientes, comme je viens de vous le dire.
Je vais vous inviter, Dr Ntissar Adia, à nous lire un extrait, à nous mettre au parfum de ce roman, La trahison pieuse, si vous le voulez bien, avant de parler de votre dernier livre, là, parce que vous écrivez des livres scientifiques. Il faut le mentionner, mesdames et messieurs. La responsabilité sociale en santé et l'application en Afrique. Ça, c'est l'un des livres aussi que vient de faire paraître notre invité. Vous avez quelques secondes, je vais dire 1 minute et plus, pour nous mettre au parfum. Les gens qui nous regardent au Québec et au Canada, on aimerait vous écouter. C'est à vous, madame. Je lis, je commence à lire. Oui, oui, c'est à vous. Très bien. Donc, je lirai un petit passage de Trahison pieuse qui se situe un peu vers la fin. Alors, un jour nouveau se leva, gris et sombre, comme le sont les journées hivernales. D'un ciel bas alourdi de nuages noirs et tourmenté par le vent, tombait une pluie fine. L'horizon était obturé par le brouillard, de toutes parts. Il s'épaissit autour des toits, des lampadaires et des cabanes de gardiens. Difficile de distinguer les rares passants ou les voitures. Pas même ce 4x4 qui s'arrêta devant la villa. Le gendarme qui en descendit jaugea lentement la porte et inspira profondément avant d'appuyer sur la sonnette. Il leva la tête au ciel par réflexe et humecta sa lèvre inférieure pour se donner un semblant de contenance. C'est toujours désagréable de sonner chez les gens en apportant des nouvelles macabres, déviant à tout jamais les cours des existences souvent ordinaires. Jusque-là, vers des affres insoupçonnés, il savait bien s'y prendre pour l'avoir fait tant de fois sans jamais s'y habituer pour autant. Hafsa ouvrit la porte enthousiaste et impatiente d'accueillir Haja. Mais c'est un gendarme au regard et au temps navré qui lui fit face. Quelques minutes. Voilà ce que l'annonce et l'entrevue dans sa globalité auraient duré, et tout s'écroula autour d'elle. Une malédiction sans nom s'était abattue en 24 heures sur la paisible demeure, décimant les deux conjoints à quelques heures l'un de l'autre, à des centaines de kilomètres l'un de l'autre. On raconterait cette histoire dont les variantes et les versions se multiplieraient au fil des ans. Encore et encore pour meubler d'autres journées hivernales ou pour briser l'ennui des soirées silencieuses. Peu de gens pourtant sauraient les véritables péripéties de ce drame. Magnifique. C'est sûr qu'on sent ce sens du détail et du réalisme dans vos écrits. 50 secondes pour nous parler en quelques mots de votre tout dernier, un livre scientifique, comme je viens de le dire tout à l'heure, La responsabilité sociale en santé, quelle application en Afrique, édité par Peter Lang en Suisse. Quelques mots, madame, c'est à vous. Alors, il faut dire qu'à l'instar de la responsabilité sociale de l'entreprise, il y a la responsabilité sociale en santé qui actuellement est très importante. Elle revêt une attention croissante comme étant une réponse à l'amélioration des différents systèmes de santé. Il y a eu beaucoup d'écrits sur ça à travers le monde et comme il n'y avait pas assez, je dirais, il n'y avait pas de travaux africains en la matière, alors nous avons entamé une enquête au niveau du continent africain sur les 5 régions, incluant 10 pays de ces régions africaines, pour étudier la responsabilité sociale des hôpitaux en santé, bien sûr, avec l'illustration de la prise en charge de la maladie rénale qui est assez coûteuse, assez lourde comme pathologie. Excellent, et merci. On a étudié ça à travers, bien entendu. Je vous en prie, juste 2 mots, juste les derniers, allez-y. Pour voir est-ce que ces hôpitaux sont pertinents, éthiques, et est-ce qu'ils offrent des soins de qualité en cette matière. Voilà. Une quête, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir reçu, Madame Ntissar Adia, auteur et médecin qui nous parle du Maroc. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de votre continuel intérêt. Mesdames et messieurs, restez avec nos prochains invités jeudi à 15h30 chez ICI Télévision Agora. Kamal Benkiran avec vous toujours. Au revoir.